Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Nous allons parler de financement de start-up. Les start-up sont les entreprises qui aujourd'hui changent radicalement le monde. Quelques-unes des plus célèbres sont Google, Amazon, Facebook et j'en passe. L'Afrique, elle aussi, a ses start-up. En revanche, ce que très peu de personnes savent, c'est que jusqu'à il y a encore très peu d'années, l'essentiel des start-up africaines était financé à 100% par l'Occident. Oui, vous avez bien entendu, l'Occident. Il n'y a que depuis quelques années que les entreprises start-upeuses en Afrique commencent à recevoir de plus en plus de financement africain. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles on a des entreprises qui font du business sur le continent africain, qui changent les vies et le quotidien d'Africains, mais qui n'appartiennent pas aux Africains. Jumia, par exemple, en est un exemple. Beaucoup d'entre vous ont longtemps pensé que Jumia était une entreprise africaine. Il n'en est rien du tout. Elle n'a rien d'africain excepté le fait qu'elle exerce sur le marché africain. L'une des premières personnes qui s'est engagée corps et âme à inverser cette tendance est notre invitée du jour, Rebecca Enonchon. Si vous ne savez pas qui est Rebecca Enonchon, c'est dommage. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler avec elle de financement de start-up. Nous avons cruellement besoin d'argent dans nos entreprises. Beaucoup de personnes prennent leur argent et vont le mettre aujourd'hui dans des pyramides de Ponzi, en espérant que leur argent va se multiplier de cette façon-là. Et pourtant, vous pouvez devenir business angel. Vous pouvez devenir des personnes qui mettaient de l'argent dans des startups à forte croissance pour pouvoir espérer obtenir des gains intéressants. Oui, parce qu'avec des startups, on ne parle pas de gains de 10-15%. On est dans du 100, 200, 300 et parfois même 500% de rentabilité en quelques années. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de toutes les startups, mais le gain en startup peut être exponentiel et énormissime. Par contre, bien évidemment, il faut savoir identifier les bonnes startups dans lesquelles mettre son argent et tout cela, nous allons en parler avec notre invité du jour. Ce podcast a ceci de particulier qu'il sera fait en 2 parties. La première partie aujourd'hui et puis la deuxième, probablement au Cameroun, quand je rejoindrai Rebecca dans ses locaux. Le podcast d'aujourd'hui est court parce que nous l'avons fait alors même qu'elle se rendait à l'aéroport. Elle a voulu faire un petit crochet pour discuter avec nous rapidement parce que c'était aussi important pour elle de parler de ce sujet qui lui tient à cœur. Mais on la reverra dans une deuxième partie pour davantage discuter avec elle. Pour ceux d'entre vous qui veulent davantage apprendre avec Rebecca, qui est juste une championne dans le domaine, je vous invite à être avec nous à Paris en septembre parce que Rebecca sera notre tête d'affiche pour la partie Startup. Notre événement en septembre, du 30 septembre au 1er octobre, est divisé en 2 pôles. Un pôle Startup qui va être leadé par Rebecca Enonchon et un pôle PME qui va être leadé par Bertin Tchofo. Ça va juste être énormissime cette année, les amis. Vous avez tout intérêt à prendre vos places maintenant parce qu'il y a encore de grosses promos disponibles. Dans la barre de description, vous avez le lien qui vous permet de réserver votre place. Le podcast d'aujourd'hui est court, mais il est intense. C'est une vraie petite masterclass en financement de start-up. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants et surtout, vous allez comprendre pourquoi ce ne sont pas les milliardaires africains qui doivent financer les start-up. C'est vous et moi qui devons le faire. Et c'est là que réside justement l'enjeu. On ne peut pas continuer de se plaindre constamment, de se voir déposséder des choses qui nous appartiennent par l'Occident, alors que nous n'agissons pas pour avoir l'impact là où nous pouvons le faire. La balle est dans ton camp, elle est dans le mien. Et on en parle maintenant. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Et ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos pépites vidéo comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Si tu as envie de t'améliorer en gestion des finances personnelles, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz que j'ai créé qui s'appelle le révélateur, qui va te permettre de voir les erreurs que tu commets avec la gestion de ton argent. Et crois-moi, ça va être très bénéfique parce que derrière ça, je t'offre 15 minutes de coaching avec un coach de mon académie pour faire le bilan de tes finances personnelles et t'aider à corriger tes erreurs assez rapidement. Je ne t'en dis pas plus. Alors rejoins Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? D'accord. Je m'appelle Rebecca Enonchon et je suis entrepreneur tech. Très bien. La première question que je pose généralement dans ce podcast est quelle est ta définition, ton concept autour de l'argent ? C'est quoi l'argent pour toi ? C'est un moyen. C'est un moyen de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est un moyen, oui, comme un autre. Comme un autre. Oui. Alors, est-ce que tu considères aujourd'hui, après ta brillante carrière, que tu te considères comme riche ou pas ? Je sais que je suis très privilégiée. Donc, riche, ça dépend du cercle où je suis. Par exemple, parfois, je suis entourée de personnes qui sont milliardaires en dollars.
et je ne vais pas du tout me considérer riche, mais je sais que parmi les miens, donc au Cameroun, je suis considérée comme étant riche, oui. D'accord, ok, très bien. Mais du coup, c'est quoi ta définition de la richesse? Si elle est financière, Oui. parce que bon, Pas que, la hein, richesse, elle peut se comporter, en fait, elle peut comprendre beaucoup de choses. Oui. La richesse humaine, la richesse de l'esprit, la richesse de l'amour qu'on reçoit. Et en ça, je suis extrêmement riche. Je ressens beaucoup l'amour des autres. Et donc, je me sens déjà très riche en informations. Mais si on dit que c'est en termes d'argent, je pense que si on est au-delà de ce que, bien au-delà de ce que la population moyenne a comme revenu ou source de revenus, donc on devrait être considéré comme riche. D'accord, en fait, donc du coup, en fonction de là où tu es, ta définition va s'adapter en fonction de la moyenne des personnes autour de toi. Oui, voilà. Pour le Cameroun, je suis riche. Oui. Pour les États-Unis, je suis privilégiée. Ok, d'accord, puisque tu es effectivement entre les deux pays. Oui. Pourquoi la tech? Est-ce que c'est parce que c'est très rentable? Non, c'est parce que c'était une passion. C'était vraiment une passion dès mon jeune âge. J'ai toujours aimé tout ce qui tournait autour de la technologie. Donc, oui, et puis bon, c'est aussi mon parcours qui m'a amené dans ce sens-là. Moi, j'ai commencé plus dans les finances et les systèmes financiers, donc de gestion financière. Et j'étais côté utilisateur et ensuite, j'ai commencé à implémenter ces systèmes d'information financière, de gestion financière. Gestion financière, Oui. après, par la suite. D'accord, ok. Aujourd'hui, on constate quand même que les boîtes dans la tech sont parmi les plus rentables, les plus valorisées au monde. Est-ce que c'est une logique que l'on va avoir aussi sur le continent africain? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le sentiment que ce soit déjà le cas. Ça sera le cas. Je pense que c'est une opportunité pour nous. Ce n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent, c'est par la tech. Mais c'est un moyen. Et pourquoi ne pas investir dans ce domaine pour créer de l'emploi, créer de la richesse sur le continent? Moi, je pense que déjà, on a vu avec le mobile, on a vu des millions et des millions d'emplois qui ont été créés via cette technologie. Et on a vu combien ça a transformé nos économies, comment ça a transformé l'inclusion financière, par exemple, avec le mobile money. Mais c'est énorme. Donc, je pense déjà que la technologie a eu un impact considérable sur le continent et je pense qu'elle continuera à avoir un impact important. Alors, du coup, quand on parle de start-up, on parle toujours d'un problème récurrent, c'est celui du financement des start-up. Pourquoi nos start-up en Afrique ont beaucoup de mal à être financées? Et qui doit le faire? Je pense qu'il y a dans tout écosystème, il y a toute une série d'investisseurs. D'accord? Donc, on commence avec Friends and Family and Fools, qu'on appelle le 3Fs. Donc, Friends, Family and Fools. Donc, les gens, c'est love money. Donc, tout au début, c'est de l'argent de nos proches qui investissent. Après ça, il y a les angel investors qui sont juste une étape au-dessus. Et qui utilisent leur propre argent. Juste, excuse-moi, qui est-ce que tu appelles fools? Fools, c'est des gens qui comprennent rien, mais ils veulent aider parce que c'est un proche. Okay. Donc, voilà. Donc, on est dit les fools. Donc, okay. On est parmi, je suis. À une époque, on va toujours donner un coup de main à quelqu'un pour investir dans une boîte et bon. Ah, puis c'est faux. Okay. Donc, mais ces personnes-là, quand elles investissent, justement, on appelle ça love money parce qu'en contrepartie, il n'y a pas la notion de je veux des actions, je veux des parts. Oui, ou alors oui, normalement, ils devraient avoir des parts, mais souvent, ça ne se concrétise pas. C'est vraiment des sommes qui ne sont pas très importantes. Okay. Et ouais, c'est de l'argent qui revient de l'entourage. Donc, je parle d'un écosystème développé de toutes les étapes. Bien sûr, oui. D'accord. Oui. Donc, écosystème développé, on a le 3F, donc Friends, Family and Fools, qui est aussi Love Money. Et ensuite, on a les Angel Investors. Les Angel Investors sont un tout petit peu plus élevés que... ils sont un peu plus regardants sur le business model, sur
la rentabilité, les perspectives de rentabilité de la start-up. Oui. Les perspectives, parce que aucune start-up au départ n'est rentable. Oui. Et on n'investit pas parce que c'est rentable. Donc, le angel investor utilise son propre argent. Donc, c'est ça qui est vraiment très différent des autres investisseurs, c'est que c'est son argent qu'il investit dans les startups. Après le angel round, on a ce qu'on appelle le pre-seed. Donc, pre-seed, c'est avant le seed, ça va être 50 000, 100 000 $ et ça va être des investisseurs professionnels. Donc, ça va là être ce qu'on appelle des venture capitalists, des VC qui vont mettre de l'argent. Et ces VC, eux, c'est pas leur argent qu'ils sont en train de mettre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le marché et ils cherchent des investisseurs institutionnels, en général, qui, eux, vont leur confier de l'argent à placer. Et leur placement, à eux, pour les VC, c'est dans les startups. Donc, les VC, il y a des VC qui font le pre-seed, il y a des VC qui font seed, il y a des VC qui font Series A, et puis Series B, Series C, Series D. Donc, on a tout un écosystème d'investissement. Or, en Afrique, on n'a pas les 3 F parce que nos parents n'ont pas les moyens d'investir. Souvent, ils nous envoient à l'école et c'est à nous maintenant c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Ouais. Et donc, et puis les amis, ils n'ont pas les moyens vraiment d'aller risquer de l'argent comme ça dans une start-up. C'est dans une idée, parce que tout au début, ce n'est qu'un concept qu'on essaye de réaliser. Et donc, on n'a pas ça. On n'a pas, donc, et là, donc. On a Fools quand même, Friends aussi. Mais ils n'ont pas les moyens d'investir. On a besoin d'investissement. En général, les gens veulent un retour sur investissement. Ils vont faire un prêt, par exemple. Oui. Or, dans les startups, on ne peut pas fonctionner à base de prêt. On ne peut pas fonctionner à base de dette. Tout est equity. Sinon, la start-up, elle ne va jamais pouvoir démarrer. Parce que si elle commence avec des dettes, d'ailleurs, les autres investisseurs qui veulent mettre de l'argent ne vont pas vouloir investir pour rembourser une dette. Oui. Et donc, ouais. Du coup, nos startups sont mortes avant même de naître. Voilà, donc c'est la première étape. C'est la première étape et donc elle devient très compliquée. Dans notre écosystème, oui. Ce love money, il vient par des grants. Donc, il vient par des subventions, par des organismes internationaux qui font des subventions pour les startups. Donc, on trouve beaucoup ça dans l'écosystème et c'est pour ça que c'est souvent ce qu'on appelle impact, des projets impact, donc des concours, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Et j'allais dire en deuxième, donc il y a les subventions. En deuxième, il y a les concours. Oui. Donc souvent, c'est comme ça que beaucoup de startups commencent à avoir un peu d'argent. C'est en participant. Et le rôle des incubateurs, ce qu'on appelle les tech hubs, plus communément dans notre écosystème, le rôle des incubateurs devient capital parce que ça permet, comme on n'a pas des garages comme aux États-Unis pour démarrer notre entreprise, ça nous permet d'avoir un bureau, une connexion Internet et un encadrement parce qu'on n'a pas de tonton comme on aurait aux États-Unis qui a déjà levé de l'argent, qui sait comment ça se passe. Et donc, on est encadré par ces incubateurs. Moi, quand j'ai ouvert Active Spaces, donc Active Spaces, c'est African Center for Technology, Innovation and Ventures. Spaces, quand j'ai ouvert Active Spaces au Cameroun pour soutenir les entrepreneurs dans le numérique, d'abord à Boya, donc dans Silicon Mountain, en 2010, et ensuite à Douala 2012, et Banganté 2021, parce qu'on veut aussi être plus proche de l'innovation. Et on trouve que même dans les zones rurales, il y a énormément d'innovation et on veut accompagner les entrepreneurs, même là où ils sont,
Et donc, quand on a commencé Active Spaces en 2010, on était 6 hubs en Afrique qu'on connaissait. Hein. Il y en avait 6. Seulement? Oui. Et donc tout le continent? Oui, sur tout le continent. Et donc en 2011, les 6 se sont réunis pour créer une organisation qui s'appelle AfriLabs. OK. Et AfriLabs, aujourd'hui, on a commencé avec 6 donc en 2011 dans 5 pays. Aujourd'hui, AfriLabs, c'est plus de 400 membres. Ah oui. Sur 52 pays et qui soutiennent une communauté de plus d'1,5 million d'entrepreneurs tech. Wow. Donc, on voit le rôle maintenant de ces incubateurs et c'est dans la plupart des cas, c'est absolument complètement gratuit pour la start-up et pour l'entrepreneur. Et donc, vraiment, ces incubateurs sont souvent associatifs. C'est vraiment donner... Mais comment ils se financent? Ils se financent d'abord par exemple, moi, Active Spaces, je soutiens personnellement, oui. mais aussi, on a des contrats, par exemple, avec des telcos qui veulent lancer des concours. Donc, on les accompagne pour faire le concours et on est payé pour accompagner pour un programme ou un autre. Donc, on gagne des petits marchés et puis ça nous permet de... Télécom Company, c'est ça? Oui, Okay. par exemple, parce qu'ils font souvent des compétitions de start-up et de choses comme ça. Donc, il y a un document que AfriLabs a fait il y a 2 ans qui montre exactement comment tous les hubs gagnent de l'argent. Comment ils font pour être sustainable. Oui. Et AfriLabs, au niveau continental, donc, a un programme de capacity building qui permet, excusez mon franglais, qui permet donc aux hubs de se professionnaliser et de voir comment elles peuvent être plus sustainable. Oui. Donc, et aussi comment mieux accompagner les entrepreneurs. Il y a une formation, elle est d'ailleurs gratuite pour tout le monde, chacun, sur afrilabs.academy.com. Okay. Et donc, c'est AfriLabs Academy et il y a une certification à la fin de la formation qui est avec un de nos partenaires qui s'appelle Strathmore University, qui est une université kenyane, qui nous a accompagnés dans le développement du curriculum. Et je dois dire merci à l'Agence française de développement. AFD, qui nous a aidé à financer ce programme de capacity building. Donc, il est disponible. Et donc, AfriLabs, l'organisation, aide chacun de ses membres, des Tech Hub membres, à mieux accompagner les entrepreneurs, trouver des financements, etc. Donc là, c'est le niveau Love Money. Oui. Et puis... AfriLabs, donc toutes les 400 boîtes dont tu as parlé, associations et autres, tous les 400 incubateurs, non seulement soutiennent dans l'encadrement des tech entrepreneurs, mais en plus, derrière, ils les aident aussi à trouver des financements. Oui, dans la plupart des cas, et les préparent pour l'investissement. Parce qu'il y a un langage à connaître, il y a les pitch decks, comment préparer le pitch, comment approcher l'investisseur, comment être prêt à recevoir cet investissement. Et donc, on appelle ça investment ready. Et ça, c'est un problème que nous avons en Afrique, c'est que même quand les startups ont des bons produits, des bonnes idées, en fait, qui sont devenues des produits, elles ne savent pas encore comment on fait une levée de fonds. Et il y a toute une méthodologie derrière. Et souvent, elles veulent de la dette, des prêts, et les gens qui investissent dans ce domaine ne font pas ça. Bien sûr. Donc ça, c'est l'étape du Love Money. On a donc, comme on n'a pas Friends, Families and Fools, on a les grants, les subventions, et on a les incubateurs. Donc, l'étape au-dessus, c'est les angel investors. Donc, juste en termes de montant à peu près, parce que tout à l'heure on a parlé des angel investors, on n'a pas donné un montant à peu près pour être situé là-dedans, puisque c'est de l'argent personnel. Oui, d'accord. Donc l'argent au niveau du Love Money, $5,000, $1,000. En fonction de... Oui, c'est vraiment
C'est vraiment ok. open, voilà. Au niveau du angel investor, ce qu'on trouve, c'est que si on parle du angel investor qui est aux États-Unis ou en Europe, les montants sont beaucoup plus élevés. Parce qu'en général... Est-ce que c'est la même chose que business angel? Oui, c'est un business angel. Okay. Donc, la différence, c'est que la plupart des business angels qui sont à l'étranger, donc dans les pays développés, sont des anciens entrepreneurs qui ont réussi et qui réinvestissent dans les startups. Tout à fait. Donc, ils vont mettre $20 000, $50 000, $100 000. Oui. Au-delà, c'est très rare. Okay. Donc, mais ce ne sont pas les riches. Très important, parce que j'avais vu une sortie que tu avais faite là-dessus, dans laquelle les gens disaient qu'il faut que les riches africains financent les startups, et tu avais dit il faut arrêter de dire ça, c'est très faux. Parce que même dans les pays occidentaux, ce n'est pas les riches qui financent les startups. Donc, s'ils sont très riches, ils ont ce qu'on appelle des family funds. Donc, ils ont des family office où ils mettent de leur argent dans un fonds. Et ce fonds de famille, où ils ont beaucoup d'argent, va plutôt mettre de l'argent et confier ça à un VC. Et donc, ils vont investir dans le VC. Oui. Et puis, le VC va donc investir dans des startups. Mais c'est extrêmement rare qu'un riche va dire « Oh, je vais investir dans telle startup. » En direct, oui. Non. Il ne faut pas s'y attendre. Okay. Donc, voilà. Donc, on a parlé donc, du premier niveau. On a parlé du deuxième niveau. Mais les angel investors dans nos pays, ça donne quoi? On essaye d'améliorer ça. Okay. Donc, on a une association qu'on a commencé au Cameroun qui s'appelle Cameroon Angels Network. Oui. Et depuis, il y en a d'autres qui se sont lancés, qui est vraiment un club d'investisseurs. Okay. Où on se retrouve et on décide, parce que ça facilite les choses d'être ensemble et de voir les startups ensemble, de voir les deals, de voir le potentiel et d'investir au même moment. On n'a pas le droit d'investir ensemble parce que c'est pas un fonds d'investissement. Okay. Donc, c'est toujours, on investit au même moment, mais on n'investit pas, c'est pas Cameroon Angels Network qui investit, c'est chacun des membres de Cameroon Angels Network qui investit dans la startup. À la différence d'un fonds d'investissement qui, lui, investirait au nom du fonds. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Donc, en gros, vous partagez un plan, vous étudiez, vous validez que c'est bon et puis vous décidez à peu près chacun... Ouais, chacun met ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Donc, il y a un minimum. Donc, pour être membre de Cannes, il y a un minimum qu'on demande de mettre dans un compte au nom de... Combien à peu près? 1 million de francs. OK. C'est pas ouais, c'est vraiment... Et puis, donc, ce minimum doit être investi dans l'année. Donc, okay. Et chaque année... année, on remet 1 million. On remet minimum 1 million. Okay. Et donc, quand on regarde un deal, on peut mettre plus d'argent. Chacun peut mettre plus d'argent, mais ça oblige au moins qu'on soit sérieux et que le jour où il y a un deal qu'on veut faire, qu'on ne soit pas en train de courir après les gens pour « ouais, où est ton argent pour l'investissement, blablabla ». Ce qui est arrivé dans le passé, c'est pour ça qu'on demande. Règles, voilà. Okay. Et donc, Cameroon Angels Network, tout comme on a fait avec les hubs et AfriLabs, on a fait la même chose, donc avec une organisation panafricaine qui s'appelle EBAN. Donc, African Business Angels Network a été créée, donc je suis l'une des cofondatrices, pour justement améliorer cet écosystème pour les angel investors. Parce que tout comme les startups, il y a des gens qui ont un peu d'argent à mettre dans les startups, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Et donc, nous, EBAN soutient la création de ces clubs d'investisseurs qu'on appelle les Angel Network, Business Angels Network, soutient la création, les aide dans la formation. On fait beaucoup de masterclass, de bootcamp pour les angel investors pour qu'ils soient mieux équipés pour investir dans les startups africaines. Et c'est vraiment, vraiment important parce que jusqu'à il y a 2 ans, tout l'investissement, presque, qui venait en Afrique, venait de l'extérieur, dans les startups. Wow. Donc, disons, je crois que c'était 17%. Ça commence à augmenter de plus en plus ce qui vient de l'Afrique. Parce qu'à la fin, on veut que qui bénéficie. Bien sûr. Donc, si c'est des investisseurs européens qui mettent de l'argent dans des startups, même au niveau des business angels, c'était comme ça,
quand cette start-up va Exploser. exit, Oui. c'est les Européens qui gagnent et Bien pas sûr. les Africains. Mais c'est Et ce qu'on donc, a eu d'ailleurs. Moi, j'en ai parlé avec. Comment on appelle cette start-up là qui est le. Jumia, par exemple. Jumia, je crois qu'on en a d'autres comme ça qui sont des start-up qui sont assez connues en Afrique. Non, mais je ne donne parlons les noms. pas de Jumia parce que vrai? là, c'est tout un podcast. Ah, ok. Je te donne Jumia un exemple parce que Ouais. dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est une boîte africaine détenue par des Africains. Il n'y a rien d'Africain dans Jumia. Il n'y a jamais rien eu d'Africain dans Jumia, à part le marché. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est comme dire que Tecno est africain. C'est ça. Parce que Tecno, c'est une marque qui n'existe qu'en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que Tecno est africain. Tout à fait. Donc, oui. Mais on en parlera un jour de Jumia. Il n'y a pas de problème, je Voilà. suis chaud. Je suis partant. Non, mais c'est important parce que, alors, moi, je voulais parler de ça parce qu'on a maintenant une tendance qui se généralise un peu partout en Afrique maintenant. C'est des gens qui créent des business, qui font des appels à l'épargne publique en disant donnez-moi de l'argent, je vais investir, investissez avec moi, on va gagner de l'argent ensemble. Là, j'ai parlé de ça par exemple récemment en Côte d'Ivoire, des sociétés de taxi qui se créent et qui prennent l'argent des particuliers. Et là, bizarrement, on voit que les particuliers ont de l'argent, c'est-à-dire des particuliers qui mettent 1 million, 2 millions, 3, 4, 5 Voilà. dans une entreprise Oui. pour que celle-ci puisse faire fructifier cet argent-là. Oui. Ou alors même, on a eu le cas au Cameroun aussi, malheureusement c'était les pyramides de Ponzi, l'IEP-Limal et bien d'autres qui disent aux gens, donnez-nous votre argent, nous on va faire du trading de crypto-monnaie et on va vous le... Mais au-delà de ces fausses activités, ou des activités qui ne sont pas réglementées, il y a une activité qui est réglementée, c'est celle-là en fait, c'est-à-dire qu'on peut devenir un business angel à partir d'1 million, 2, 3, 4, 5, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions Non, pas du tout. pour investir dans des entreprises. Mais en même temps, je dis souvent aux startups que c'est de l'argent, j'aurais pu acheter une voiture avec, j'aurais pu aller en vacances avec. Tout à fait. Donc, c'est quand même l'argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Tout à fait. Et je ne vais pas investir cet argent pour que ça soit play money. Hein. C'est pas de l'argent de Monopoly avec lequel on va acheter des voitures, on va vivre la belle vie. Moi, j'ai souffert pour avoir mon argent. Tu vas aussi souffrir si tu prends mon argent. Bien sûr. Donc, c'est ça, en fait, au niveau du business angel, avant d'arriver au niveau du VC, dont je veux qu'on parle aussi, quel contrôle il a? Comment il sait que, justement, on ne va pas play avec son argent? Oui, très peu de contrôle. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est mieux d'investir avec d'autres personnes. OK. Et d'avoir un club d'investissement, d'investir avec, par exemple, Cameroon Angels Network ou d'autres. Parce que il y a toujours une des personnes qui est plus proche de l'entrepreneur et qui peut suivre l'entrepreneur, suivre la start-up de plus près. Oui. Souvent, c'est moi, mais on a d'autres personnes qui sont peut-être plus proches de l'investisseur, de la start-up, qui vont suivre, avoir des rapports. Et la deuxième chose, c'est de travailler justement avec des incubateurs et d'investir dans des startups qui sont incubées. Parce que ces startups sont encadrées. Oui. Et elles sont connues. Ouais. Oui, et puis elles sont encadrées, on sait où les trouver. Elles savent qu'il faut faire des rapports financiers, elles savent qu'il faut faire... En fait, il y a toute une méthodologie et toute une structure et tout un accompagnement qui permet à ce que ça facilite et ça de-risk un peu l'investissement pour nous parce qu'on sait où trouver... On sait d'où il vient. Et on sait, on a au moins quelqu'un qui suit leur progrès au fur et à mesure. Et l'une des choses qu'on a faites, vu ma double casquette de AfriLabs et EBAN, c'est qu'on a créé un programme qui s'appelle Catalytic Africa. Et vraiment, c'était un programme pour promouvoir l'investissement local dans les startups locales en trouvant une manière de structurer cet écosystème. Et donc, pour encourager les angel investors, pour encourager les startups à aller dans les hubs, on a dit, OK, ce programme, si un investisseur qui est membre d'un réseau, qui est membre de EBAN, investit dans une start-up qui est dans un hub membre de AfriLabs, nous, l'investissement que l'entrepreneur reçoit de ce angel investors ou du groupe des angel investors, on va le doubler ou on va le tripler. Wow. Jusqu'à 60 000 euros. Donc, si le club de Business Angels met 20 000 euros, nous, on met 60 000 euros. OK. Donc, Mais nous, c'est qui? Nous,
Catalytic Africa, le programme Catalytic Africa. C'est un troisième programme. Oui, c'est donc qui est un partenariat entre EBAN et AfriLabs. OK. Mais la condition, c'est qu'il faut être incubé. Bien sûr, et là, du coup, moi, je trouve que ça fait très sens d'ailleurs. Si voilà. Moi, si j'entre dans EBAN, c'est pour investir dans les pépites de voilà. Et donc ça. Et il y a un suivi, on a même une plateforme qui permet un suivi. Les startups doivent mettre à jour ce système pour voir tous les mois combien d'emplois ont été créés, combien de nouveaux clients ils ont eu, le chiffre d'affaires, s'il y a une progression. Et là, donc, on a une visibilité sur l'impact de ces investissements dans l'écosystème tech africain. On a fait 600 000 euros l'an dernier de matching dans 10 pays, y compris le Cameroun. Et on va faire pareil cette année. Encore une fois, une subvention de l'AFD qui nous a accompagnés dans... Mais la subvention consiste à quoi dans ces cas-là? C'est qu'ils donnent de l'argent? Ouais, ils nous ont donné de l'argent. Mais pour faire quoi, justement? Pour faire ce projet. Donc, on leur a dit... En fait, on trouve que ces organismes internationaux, ils ont plein de programmes pour améliorer le numérique, pour faire des choses. Et souvent, ils s'assoient à Paris ou à Genève et ils vont concevoir un programme qui ne va pas du tout aider l'Afrique. Tout à fait. Et donc, nous, on a conçu ces programmes nous-mêmes et on a approché les institutions et voilà qui a dit « Ok, on vous accompagne ». Et donc, l'AFD a quand même mis dans les deux programmes, donc celui de AfriLabs et celui de EBAN, 3,5 millions d'euros. Ah oui, quand même. Ah oui. Sur 2 ans. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Okay. Sur 3 ans. Donc, on a signé en 2019 donc on est dans la dernière année. À cause de Covid, ça a pris un peu plus de temps. Mais donc, ils nous ont fait confiance, entre guillemets, parce que c'est vraiment les organismes grassroots qui ont dit voici ce dont on a besoin. Et on a besoin de temps. Ils ont dit ok, c'est un peu beaucoup, mais bon, ils ont fait. Je pense que souvent, il faut oser aussi. Bien sûr, il faut oser venir les voir, les rencontrer et dire que voilà ce que nous, on veut faire. Voici ce que nous, on estime va marcher dans l'écosystème. Et effectivement, ils ont fait une évaluation parce que nous n'étions pas les seuls, évidemment, qui avaient reçu des subventions de l'AFD. D'autres organismes dans le numérique l'ont reçu. Et l'évaluation qui a été faite, qui est encore en cours de finalisation, a démontré que ce sont ces deux programmes, donc le Capacity Building de AfriLabs et le Catalytic Africa de EBAN, qui ont eu le plus d'impact sur le continent. Okay. Donc c'est énorme et c'est important parce que nous, on sait de ce dont on a besoin pour que l'écosystème grandisse. Oui. Et on a vu, tout comme avec AfriLabs, où le nombre de hubs la croissance a été exponentielle. On voit la même chose du côté des Angel Groups. Oui. Donc, où on a commencé, on avait une vingtaine de groupes. Là, on a une 60aine qui sont membres de AfriLabs. Et ça va continuer on voit une progression assez importante. Et l'une des raisons, c'est à cause de ce programme. Parce que les Angel Investors, imagine, tu sais, en fait, que ton argent va aller plus loin parce que la startup va recevoir encore plus d'argent. Oui. Et le Angel Investor sait qu'il y a un hub, donc un incubateur, qui fait le suivi régulier de cette startup. Excellent. Et excellent. Donc ça, c'est vraiment un système qui... oui, voilà. Donc, en gros, pour bien m'assurer que j'ai bien compris, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans EBAN, c'est-à-dire le club des Business Angels, oui. Finalement, dans lequel tout le monde peut être là-dedans, c'est ça, non? Vous continuez de recruter ou ça vous fermez non, pas du tout. Mais EBAN, c'est un réseau de réseaux. C'est ça, donc, en fait, EBAN, c'est ça. Il faut être dans un des réseaux qui sont affiliés à EBAN, c'est ça? Voilà. Et ces réseaux-là, ils sont partout en Afrique? Partout en Afrique. D'accord. Partout. Okay. D'Afrique du Sud, en Égypte, Kenya, Nigeria. Sénégal, Nigeria. Oui, Bénin, l'Afrique francophone a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et EBAN a été très présent pour les accompagner. On a d'ailleurs créé ce qu'on appelle un toolkit, c'est-à-dire un ensemble de documents et d'instruments
pour accompagner la transaction entre le business angel et la start-up d'investissement en français et en conformité avec les réglementations OHADA. Okay. Et ça, c'est disponible, c'est gratuit, c'est sur le site de EBAN. Donc, EBAN, c'est EBAN Angel. Attends, c'est quoi le site web encore? Ouais, c'est, okay. mais c'est. On le mettra ouais. en barre de. D'accord, oui, oui. Barre, c'est ebanangels.org. Et donc, si je comprends bien, ce qui permet justement au groupe que vous avez créé entre EBAN et les incubateurs de pouvoir rajouter de l'argent à chaque fois que quelqu'un finance une de vos startups, c'est grâce notamment aux subventions. Parce que sinon, je me demandais, mais où vous prenez l'argent pour doubler ça? Non, oui, mais en fait, ce qui est dommage, ouais. c'est qu'aucune institution africaine n'a encore mis 5 francs. Pourquoi? Je pense qu'il y a un complexe. Hein. Non, moi, je pense que, par exemple, avec la BAD, on a même soumis de nombreux... Je vous donne un exemple concret. Okay. AfriLabs organise tous les ans ce qu'on appelle notre annual gathering. Oui. On réunit l'écosystème, on se retrouve dans un pays qui aura été élu, hein, parce que c'est un vote. Et on était à Addis qui avait gagné, donc on était en Éthiopie. Et la BAD a lancé un appel d'offres et a demandé aux gens de venir faire la formation pendant notre annual gathering, sans nous demander, sans nous compenser. Et nous, on répond donc à l'appel d'offres pour former nos incubateurs et nos tech hubs. C'est exactement ce que AfriLabs fait. Oui, déjà. Et on n'a pas gagné. Ils ont donné les marchés à des sociétés étrangères. Étrangères, c'est-à-dire non africaines? Non africaines. Non. Non africaines. Et donc, il y avait 4 marchés. On a gagné un en collaboration avec une boîte canadienne. C'est pas vrai. Oui. Mais et ce genre de choses, c'est tellement méprisant. Moi, j'étais tellement énervée. Et donc, ces organismes, souvent, donnent des marchés. Quand il y a des marchés et pas une subvention directe, même des subventions, ils donnent à des sociétés étrangères. Et si on regarde... Alors, qu'ils le fassent quand il n'y a pas d'équivalence ou de compétences locales, ça peut se comprendre. Mais c'est un parce que du coup, c'est un mépris. C'est un mépris total. C'est un mépris total. Mais AfriLabs, on a dû se battre comme des fous, comme des dingues. Parce que, d'abord, notre équipe est particulièrement féminine. Donc, le staff, notre directrice, elle est ce qu'on appelle le secretariat, est plus féminin que masculin. On a des hommes maintenant, mais surtout au début, c'était surtout des femmes. Le conseil d'administration que je présidais, et j'ai été élue par les membres. J'ai été présidente pendant environ 5 ans, mais la plupart de mon bureau, du conseil d'administration, chacun élu, étaient des femmes. Donc, il y a des femmes noires africaines qui représentent l'écosystème numérique de l'Afrique. Vous imaginez dans la tête des gens. Bien sûr. Mais ça a été extrêmement difficile. Ça a été une bagarre parce que personne ne croyait en nous. Personne ne croyait qu'on était capable de faire grandir cette organisation, de gérer des millions d'euros ou des millions de dollars. On voulait nous donner des subventions de $5 000, $10 000. Et donc, ça a été un réel combat pour se faire reconnaître comme une organisation. Mais je sais pas, j'ai fait un comparatif une fois et j'ai dit que si AfriLabs était une entreprise commerciale, on serait au niveau de WeWork en termes de l'impact sur le terrain. Oui. On serait un WeWork. C'est-à-dire que c'est une valeur de milliards et de milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on nous vraiment, et c'est constant. Ah oui, c'est un combat quotidien. Et c'est pour ça que j'attaque beaucoup les Français, hein, c'est vrai. Hein. Mais je dis vraiment merci. Agence française de développement, AFD, on a eu
énormément de problèmes, je ne sais pas si tu es au courant, mais avec Digital Africa, qui est une association qu'on avait co-créée avec la France, donc les organismes africains. La France, on a eu des problèmes pas possibles. L'association, finalement, a été dissoute. Et ça, c'était en collaboration avec l'AFD. Mais l'AFD, du côté des financements dans notre écosystème, vraiment, ça a été un partenariat vraiment top. C'est incroyable quand même. Ça rappelle tellement de mauvais souvenirs de se dire que... c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comment on peut prétendre à de l'autonomie tant qu'on ne se finance pas? Oui. C'est basique en fait. Et donc les États, il ne faut même pas y penser. Ah non, mais au Cameroun, regardez, ils ont dépensé selon certains, parce qu'on n'a pas la transparence, 10 millions de dollars pour construire un immeuble. Ils appellent ça Cameroon Digital Center. 10 et millions. qui était fermé après 2 mois. Et on n'a pas besoin de bâtiments. Les startups n'ont pas besoin de bâtiments. Elles ont besoin d'avoir un Internet qui est pas cher, qui est disponible tout le temps. Comme je dis souvent, l'Internet, c'est notre oxygène, c'est ce qui nous permet de vivre. Bien sûr. Donc, même s'il faut subventionner, il faut le faire. C'est là où, quand moi je parle avec des dirigeants africains, je leur dis, ils disent, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Et on peut créer des bâtiments, machin. Ne faites pas de conférences, ne faites pas de bâtiments. Mettez de l'argent, du cash disponible pour ces startups. Et encore une fois, en subvention, pas en prêt, oui. Parce que ça ne fonctionne pas oui. Pour les startups. Et assurez-vous que l'Internet soit vraiment disponible et de bon débit. Oui. Ouais, et pas cher. Oui. Et pas cher du tout. Parce que là, vous allez voir que ça va plus faire pour l'évolution de l'écosystème et de l'économie numérique que des conférences et des immeubles. Voilà. Qui ont montré leurs limites avec le temps. Voilà. Rebecca, malheureusement, on va devoir mettre un terme à cette première partie. C'est la première fois que je fais ça. Oui. Mais tu as un vol à prendre. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir pu trouver un petit créneau pour qu'on ait cette première partie de podcast. La deuxième, je pense qu'on la fera à Douala, vu que tu ne passes pas très souvent par Paris. Oui. Et s'il faut, je viendrai spécialement pour qu'on termine cette partie et puis qu'on fasse une autre interview pour parler de ton parcours. Parce que là, les gens vont te découvrir en se disant, mais c'est qui cette dame? Ouais, c'est qui? Voilà, quelle est sa légitimité à parler comme ça de l'AFD, de la BAD? Les gens vont peut-être mieux te découvrir, mieux découvrir ce que tu fais. Puis on aura peut-être le temps aussi d'aller voir ton incubateur pour voir quelques projets sur place, les jeunes qui travaillent. Ça surtout dans les zones rurales, donc à Banganté, à l'ouest du pays, où on a ouvert en 2021. Je pense qu'il y a c'est énorme l'impact que ça a de soutenir ces jeunes. En zone rurale. Voilà, où ils se trouvent. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et à très bientôt. D'accord, merci Philippe. À bientôt. Merci à toi.